Le capitalisme mute selon le lieu et les époques, mais certains invariants font partie de toute son histoire. En effet, dès le début, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, trois acteurs clés activent la dynamique historique du capitalisme. Les États militarisés, les entrepreneurs en quête de profits marchands et les financiers en quête d'investissement et de rente. Dans le cas de Christophe Colomb, on l'avait vu, le côté État militarisé s'incarnait en termes de fusils et d'épées d'acier qui ont permis de massacrer et esclavagiser les indigènes désarmés. Le côté entrepreneurial et business, c'était bien sûr les participations que Colomb et son équipage gagnaient en proportion de l'or et des épices qu'ils cherchaient dans leur voyage. C'est un peu comme un bonus de PDG actuel qui serait proportionnel au profit. Et les financiers rentiers de l'époque, c'étaient les banquiers génois qui avançaient le capital nécessaire pour financer la traversée de l'Atlantique, c'est-à-dire principalement des bateaux technologiquement à la pointe pour l'époque, des salaires pour les marins, des vivres et des armes, et exigeaient en retour l'argent plus les intérêts. Mais après tous ces événements de 1492 et l'arrivée de Christophe Colomb, il y a quelques épisodes sur lesquels on passe généralement assez rapidement en cours d'histoire, et donc, à mon avis, c'est une bonne idée de s'y attarder, car souvent on trouve des pépites ou des choses qui nous renseignent vraiment, et qui ne font pas partie des lieux communs ou des croyances communes, notamment répandues en Occident. Par exemple, trois événements dont la plupart des gens ont entendu parler et qu'on nous raconte souvent à l'école. C'est premièrement que Christophe Colomb débarque aux Amériques en 1492, puis que Cortés bat l'empire des Aztèques en 1521, et enfin que Pizarro va battre l'empire des Incas en 1533-1534. Ces trois actes militaires des conquistadores font qu'une grande partie du continent va passer sous la conquête des Espagnols. Aujourd'hui encore, la langue des colonisateurs domine sur le continent et l'espagnol est la quatrième langue la plus parlée dans le monde. Ok, mais ce qu'on dit moins, notamment dans les cursus scolaires, c'est ce qui se passe durant ces 3 décennies, entre les 3 événements que je viens de décrire avec Colomb, Cortés et Pizarro. En effet, un événement comme 1492 est généralement la partie émergée de l'iceberg. Et si on veut comprendre en profondeur ce qui se passe, il faut regarder autour et sous l'événement pour bien comprendre l'époque et les dynamiques au temps long. Et pour illustrer ces propos, ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est le type qui a donné son nom au continent entier qu'on appelle maintenant Amérique, c'est-à-dire Amerigo Vespucci. Et vous allez voir que s'intéresser à certains des détails de la vie et de la carrière de Vespucci permet bien entendu de révéler des dynamiques qui se passaient à son époque, mais aussi certains invariants de l'histoire du capitalisme et du colonialisme qui déterminent encore le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dans le dernier épisode, on a traité de Colomb, dans le prochain, on va traiter de Cortés et de Pizarro. Aujourd'hui, on va voir certaines des choses qui se passent entre deux. Et notamment comment le continent qui détient aujourd'hui la plus grande puissance militaire, financière et économique possiblement de l'histoire entière a tiré son nom. Départ. Comme on l'a vu la dernière fois, les navigateurs, explorateurs, businessmen, militaires, notamment Christophe Colomb, débarquent sur un nouveau continent sans le savoir, trouvent de l'or, massacrent une partie des habitants et esclavagisent le reste afin que cette main-d'œuvre docile cherche de l'or pour eux. L'opération s'avère tellement rentable que Colomb rentrera en héros et recommencera l'exercice. Il lancera au total 4 expéditions pour trouver l'or et les épices, ce qui amorce un génocide dans les Caraïbes et plus largement aux Amériques par les germes, le travail forcé et les armes. Les 5 grandes motivations des navigateurs comme Christophe Colomb sont la motivation économique, notamment l'or et les épices, la motivation militaire, c'est-à-dire les conquêtes territoriales et les combats contre les non-chrétiens, en continuation des croisades et de la reconquista de la péninsule ibérique face aux musulmans. Motivation financière, ou plutôt pression afin de rembourser les dettes contractées auprès des banquiers pour financer les soldats. Motivation idéologique, notamment à cette époque de propager la bonne parole chrétienne. Motivation d'ascension de classe avec l'essor de la classe bourgeoise. Et surtout des marchands à longue distance, qui se rapprochent de ce qu'on appellerait aujourd'hui le négoce en matières premières, qui est symbolique des premiers temps du capitalisme. Zoomons maintenant avec plus de détails sur ce qui se passe à la suite de l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques. Colomb aura une fin de vie plutôt chargée. Après son 3e voyage, il est accusé par la couronne et les banquiers d'être trop explorateur et pas assez exploitant. Autrement dit, il n'administre pas bien les colonies d'un point de vue business, qui ne sont pas assez rentables au goût des investisseurs et de la couronne. En effet, personne n'a financé ou autorisé les expéditions des dizaines de navires et des centaines voire milliers de soldats lors d'expéditions transcontinentales, simplement pour les caprices ou l'ego du capitaine Colomb ou pour la beauté de ses découvertes. Il faut bien des retours et des résultats à démontrer. C'est ainsi que Colomb et ses frères, car oui, c'est un business de famille chez les colons, seront arrêtés aux Antilles par Francisco de Bobadilla, qui a été choisi par la couronne comme nouveau gouverneur afin qu'il augmente les rendements et les marges.
Colomb sera ensuite rapatrié en Espagne, mis en prison quelques semaines, puis relâché. Quelque temps plus tard, il arrivera à convaincre la cour de le laisser partir dans sa 4e expédition en 1502, où il racontera des choses plutôt mystiques. Dans son journal de bord, par exemple, il écrit qu'il avait trouvé le paradis sur Terre. Pour lui, il n'était pas en Asie, car comme les autres Espagnols et Portugais, ils avaient alors compris que les peuples en présence n'étaient ni les marchands des Moluques, ni les soldats du Grand Khan, ni qui que ce soit d'autre qu'ils pensaient croiser en Extrême-Orient. Mais Colomb était un peu rigide sur certaines conceptions du monde, notamment les cartes de savants antiques comme le gréco-égyptien Ptolémée. Pour Colomb, il n'était simplement pas possible qu'il y eût un 4e continent qui ne soit ni l'Asie, ni l'Afrique, ni l'Europe. Et donc, il trouvait plus plausible qu'il soit dans une sorte de porte d'entrée des royaumes divins. Bon, et puis en plus de ça, il avait peut-être pas envie de perdre la face et d'avouer que, après tous ses voyages à raconter qu'il avait trouvé l'Asie, bah en fait, c'était pas l'Asie, mais c'était pas non plus le paradis, c'était juste un continent matériel de plus sur la planète Terre, quoi. Mais le fait qu'il disait avoir trouvé le paradis sur Terre n'est pas tout. Il vivait également une communication directe avec Dieu et raconte au roi et à la reine, dans une de ses lettres, qu'une voix divine lui parlait et l'encourageait à continuer. Pour Colomb, à ce moment-là, Dieu le compare à des prophètes avant lui, comme Moïse, David ou Abraham, ce qui lui donne la force de continuer ses voyages, malgré la brutalité de la vie de Colomb et les risques permanents de mourir, par exemple dans un ouragan, ou de certaines maladies dues aux conditions d'hygiène et d'alimentation sur les bateaux. Il meurt en 1506, un an avant que le continent qu'il a propulsé dans l'histoire d'Europe n'acquiert son nom actuel. Ce qui nous amène à quelques questions clés pour aujourd'hui, notamment quand est-ce que les militaires, explorateurs et marchands européens ont vraiment reconnu et accepté qu'il s'agissait d'un nouveau continent, et quand l'ont-ils nommé Amérique? Et surtout, bien sûr, qu'est-ce que ça révèle du temps long historique, notamment l'essor de l'Occident et celui du capitalisme. Bien sûr, comme nous l'apprenons en classe, le nom d'Amérique vient d'Amerigo Vespucci. Mais qui était ce type exactement? Quel était son profil sociologique, économique et politique? Et pourquoi a-t-il donc donné son nom à un continent entier? Bien, dans le début des années 1500, les navigateurs et monarques espagnols commencent à comprendre qu'il ne s'agit pas de l'Asie en fait, mais d'un nouveau continent sur lequel ils ont mis les pieds. Et Vespucci va faire partie de toute cette clique, et on va voir que c'est en fait un espèce de stéréotype du capitaliste en plein essor. En effet, Vespucci naît à Florence en 1454, une ville ultra marchande qu'on appelle alors un bourg, ce qui donnera son nom à la classe des bourgeois. Vespucci est héritier d'une famille qui contenait des marchands, des notaires et des juristes, et des membres du clergé et d'ordres de chevaliers chrétiens redoutables au combat, des ordres qui ont été fondés lors et pour les croisades. Il baigne dans le gratin toscan de la Renaissance et de l'autorité papale, donc en fait dans le gratin européen de l'époque, depuis son enfance. En effet, les Vespucci avaient un réseau vraiment très haut placé. Par exemple, ils étaient très proches des Medici, une famille de banquiers et famille dominante de Toscane, basée à Florence, dont divers membres ont régné sur la ville et puis la Toscane en entier, et 4 d'entre eux seront même des papes. Amerigo Vespucci côtoie ces gens dès son enfance. Par exemple, il était camarade de classe avec Giovanni di Pierfrancesco de' Medici. Oui, j'aime bien me la péter avec l'italien de temps en temps. Vespucci sera plus tard un des conseillers et hommes d'État du gouvernement Medici. Cela lui fait d'ailleurs un point commun avec l'un des hommes les plus influents de tous les temps en philosophie politique, rien que ça. Vous l'aurez deviné, je parle de Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, dit Machiavel en français. Celui-ci est également né à Florence, seulement 15 ans après Amerigo, et avait notamment dédié son fameux ouvrage Le Prince à Giuliano puis à Lorenzo de' Medici. De nombreux membres de la famille Vespucci vont à l'université de Pise, considérée comme une des plus vieilles du monde et extrêmement prestigieuse à cette époque, avec des gens comme Fibonacci ou Galilée qui y sont allés, ainsi que de nombreux papes. L'oncle d'Amerigo Vespucci est d'ailleurs diplomate pour le gouvernement de la cité-État de Florence et prendra le jeune Amerigo avec lui à Paris pour aller rencontrer le roi de France Louis XI à 24 ans seulement. Ils sont allés demander à Louis XI en fait son aide militaire dans la guerre qui opposait les Florentins au royaume de Naples. Et puis je sais pas trop pourquoi j'ai mis ça dans le script, on s'en fout un peu. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir vraiment comment ces réseaux de bonnes familles opèrent, et certains historiens affirment également que des artistes très influents de l'époque, dont Botticelli et Da Vinci, se sont inspirés des femmes de la famille Vespucci pour certaines de leurs peintures. Ce qui n'est quand même pas rien. C'est par exemple le cas de Simonetta, qui était la cousine d'Amerigo, mais on ne sait pas exactement pour combien de tableaux elles ont servi de modèle, car les peintres ne laissaient pas toujours des traces écrites de leur processus artistique.
Bref, Amerigo Vespucci baigne donc dans ce petit gratin d'aristocrates, d'artistes, de politiciens et puis de banquiers et de marchands bien entendu, et était à la fois éduqué en cartographie, en astronomie et en sciences classiques. Il était donc très bien placé pour rationnellement comprendre les routes maritimes vers le Nouveau Monde et puis comment faire de l'argent dans tout ce business. C'est intéressant de noter qu'à travers sa figure, on voit qu'à l'époque, comme aujourd'hui, il y a vraiment un entre-soi du pouvoir avec des gens qui passent d'un métier à l'autre, des réseaux qui se connaissent, des héritiers et des liens entre les pouvoirs militaires, marchands, banquiers, scientifiques et idéologiques. C'est ce genre de mécanismes qui ont été illustrés, notamment dans la sociologie de Pierre Bourdieu, avec les phénomènes de reproduction et de distinction des classes dirigeantes, ou encore dans la sociologie des médias. Et ça a bien entendu fourni énormément de matière à étudier à bien d'autres sociologues et penseurs critiques, y compris des références mondiales du XXe et du XXIe siècle comme Charles Wright Mills, Leslie Sklair ou encore Noam Chomsky. Et bien comme Amerigo nous le montre bien, le phénomène n'est pas vraiment nouveau. Bon, c'est bien joli tout ça, mais quel rapport concret, me direz-vous, entre cet Amerigo Vespucci et le business transcontinental, le business du Nouveau Monde, les colonies, etc. Eh bien, souvenez-vous que les financements des guerres espagnoles et portugaises contre les musulmans et les navigations qui ont suivi sur la terre entière sont principalement financés depuis l'Italie et ses banques. D'ailleurs, le rôle pionnier de l'Italie dans la finance et dans le capitalisme naissant sont encore visibles dans le vocabulaire actuel. Par exemple, banqueroute vient de bancarotta, qui veut dire littéralement la banque ou le banc, en l'occurrence cassé, car lorsqu'un banquier italien faisait faillite, on brisait le banc depuis lequel il menait ses activités dans les foires médiévales. Je ne vais pas entrer dans le détail dans cet épisode, mais si vous voulez en savoir plus sur le rôle pionnier puis le déclin du capitalisme italien dès le XIIe siècle, l'historien de la Méditerranée Fernand Braudel est certainement la meilleure référence que je puisse vous recommander. Allez checker ses livres, c'est vraiment bien. Bref, Amerigo trempe donc dans la finance et rentre dans le business des grandes découvertes en déménageant à Séville et en travaillant dans une grande banque d'Italiens qu'on appellerait aujourd'hui des expats, c'est-à-dire des immigrés mais riches donc on leur fout la paix. Et ces expats toscans de Séville participent d'ailleurs à financer le premier voyage de Christophe Colomb. En effet, dès les années 1480, Amerigo Vespucci travaille à Séville pour Gianotto Berardi, qui agit lui-même pour le compte des Medici. Berardi est spécialisé à Séville dans 3 choses. En gros, financer les navires, les équiper et les maintenir, notamment avec des pièces détachées, et financer le business de l'esclavage en Afrique, qui commence déjà à intéresser les Européens au XVe, mais va prendre une autre dimension au XVIe et XVIIe siècle, et exploser pendant les pseudo-lumières du XVIIIe siècle. Mais gardons le commerce esclavagiste pour un autre épisode de la série, ça mérite largement, malheureusement. Amerigo flotte donc dans ce monde du business de l'esclavage et de la guerre, qui amorcera le génocide contre les indigènes aux Caraïbes et fera faire la fortune des marchands transatlantiques et des planteurs en Amérique, notamment sur le dos des esclaves. Il va d'ailleurs rencontrer Colomb au retour de ce dernier à Séville, après le fameux voyage lorsque Colomb va ramener quelques esclaves et promettre beaucoup d'or au roi et à la reine, qui lui fileront alors des titres et 17 bateaux pour continuer son business, comme je l'avais décrit dans le dernier épisode. Berardi et son employé Amerigo Vespucci vont gagner de l'argent dans les contrats de Colomb, notamment dans l'entretien, l'armement et le ravitaillement des caravelles du marin génois. Vous l'avez donc compris, Amerigo Vespucci, c'est pas n'importe qui. Il pèse dans le game politico-économique de son époque, et c'est pas un hasard s'il va finir par avoir un nom si connu qu'on en parle encore aujourd'hui, 500 ans plus tard. Et après avoir travaillé de nombreuses années sur le financement et l'armement des bateaux de Colomb et d'autres navigateurs, il va finir par lui-même vouloir embarquer sur les bateaux. Pas à titre de capitaine et de militaire, parce qu'il n'a pas les compétences, mais en guise de cartographe et d'astronome polyvalent, car il avait appris les sciences de la Renaissance à Pise, et avec ses oncles, tout ça, comme on en a parlé. Rappelons que les Italiens de cette époque découvraient les travaux des Grecs antiques et les travaux des Arabes, Perses et Turcs, qui ont formé les empires musulmans majeurs des alentours pendant des siècles, donc en succession de l'Empire romain. Car en effet, le Moyen-Âge européen n'était pas un Moyen-Âge pour les musulmans, qui avaient en fait un espèce d'âge d'or intellectuel, notamment avec des rayonnements de villes comme Bagdad, qui a ensuite été rasé par les Mongols. Ces savoirs scientifiques étaient indispensables, notamment en astronomie et en mathématiques, afin de se taper une traversée de l'Atlantique en voilier, sans Google Maps ni Netflix, bien entendu.
Mais Vespucci n'était pas juste le geek de service sur le bateau. À son retour des voyages d'Amérique, il va publier ses récits de voyage. Vous pouvez presque le voir comme ce que les start-upers appelleraient aujourd'hui un storyteller inspirant. Il a en effet publié des espèces de pamphlets qui racontent ses voyages lointains, un peu comme un autre Italien connu, Marco Polo, en l'occurrence un Vénitien, qu'il avait fait plus de 200 ans auparavant avec l'Extrême-Orient. D'ailleurs, comme Marco Polo et les start-upers inspirants d'aujourd'hui, les récits de Vespucci sont largement exagérés, voire même fantaisistes ou mythomanes. Et certains de ses travaux, astronomiques notamment, sont vus aujourd'hui comme du plagiat. Il est aussi suspecté d'autres formes de fraude et de mensonges, notamment sur le nombre de voyages qu'il a vraiment fait sur la traversée. Certains disent 2, d'autres disent 4, on ne sait pas exactement. Bref, un sacré vendeur de tapis, ce qui est assez courant parmi les personnes dont on se souvient longtemps dans l'histoire d'ailleurs. D'ailleurs, c'est notamment depuis cette époque et en partie à cause de Vespucci et de ses boniments sur ses aventures que des stéréotypes raciaux comme le cannibalisme, soi-disant effectué par les indigènes, naissent. En grande partie, on sait que c'est aujourd'hui des mensonges et des exagérations de la part des Européens qui seront largement plus tard répandus et utilisés pour légitimer les violences contre les natifs. Car en effet, ils sont considérés comme sauvages et pas vraiment humains, notamment via ces légendes de cannibalisme, et cela va s'accentuer avec le dualisme de Descartes, qui voit les animaux et les sauvages comme pas vraiment doués d'une âme, donc il est acceptable de les torturer et faire travailler à mort, par exemple. On va en reparler d'ailleurs, la controverse de Valladolid et tout ça, on peut pas y échapper quand on traite des colonies de façon un peu sérieuse. Ces idéologies raciales et ces théories qui relèguent toute une partie de l'humanité, et même des vivants plus généralement, à l'état de choses, prendra une dimension inédite avec les théories des races, notamment inspirées de Darwin et de Spencer au XIXe siècle. Tout cela compose l'histoire de la diminution des colonisés par l'idéologie des missions chrétiennes, puis civilisatrices, puis racistes. Mais je ferai un épisode entier là-dessus, car les idéologies des colonisations sont vraiment importantes à comprendre. Vous apportiez la démocratie, c'est ce que croient les incultes, que vos médias ont abruti. Et si vous voulez déjà consulter des informations de qualité sur ces sujets, je vous conseille le livre The Nutmeg Curse de Amitav Ghosh, ainsi que le documentaire en 4 parties Exterminer toutes ces brutes du haïtien Raoul Peck. Ce sont des lectures et des visionnages hardcore, mais vraiment extrêmement bien faits et, à mon avis, salutaires dans le domaine public. Enfin bref, dans les années 1500, Amerigo Vespucci est connu, en partie grâce à son origine de grande famille de banquiers, et en plus grâce à ses implications dans les grands voyages transatlantiques, mais surtout via les récits un peu fantastiques de ses voyages. Ce sont les cartographes allemands Ringmann et Waldsee Müller qui, en 1507, ont donné le nom d'Amérique en son honneur à ce que les gens appelaient plutôt le Nouveau Monde à cette époque, ou les Antipodes, ou encore Veracruz pour les Portugais. Le nom prendra une certaine traction, et à partir de 1530, la plupart des cartographes utiliseront America. Mais pourquoi utiliser le prénom de Vespucci et non son nom de famille, ce qui aurait été plus naturel? Et pourquoi America et non Amerigo? Eh bien car les cartographes veulent que comme Europa, Asia et Africa, le nouveau continent commence par une voyelle et termine par la lettre A. Ouais, je sais ce que vous vous dites, c'est un peu con en fait l'histoire de ce nom. Eh bien c'est souvent le cas en histoire, on entend parler de grands événements et de grands hommes, mais quand on creuse un peu, ça a tendance à être très violent ou injuste ou ridicule, ou un peu les trois, comme dans le cas présent. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique se sont appropriés le nom du continent entier pour leur pays, et comme adjectif, puisqu'on dit américain pour dénoter une personne qui viendrait des États-Unis, ce qui n'est pas très fair-play pour le reste du continent. C'est un petit peu comme si les Allemands décidaient demain qu'ils veulent qu'on les appelle maintenant les États-Unis d'Europe, ou les Vereinigten Staaten von Europa, ce qui a quand même un peu de gueule, et qui veulent que le mot européen renvoie exclusivement à des gens de leur propre pays. Eh bien, si ça devait se passer, je suis pas très sûr que ça se passerait super bien pour les pays alentours. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des latino-américains utilisent le mot estadounidense et non americano pour parler des habitants des États-Unis. Le mot americano renvoyant pour eux à l'entièreté du continent, ce qui est bien plus logique. Et tout ça est d'ailleurs en lien direct avec le prochain épisode. On va voir comment exactement l'Espagne va conquérir des immenses territoires, notamment ceux des Aztèques et des Incas, et devenir l'usine capitaliste du monde grâce aux mines d'Amérique latine et aux plantations de sucre et d'autres industries très rentables, qui boostera l'essor occidental capitaliste puis industriel, entre autres causes bien entendu. Il y a tout plein de causes dans l'essor du capitalisme et de l'Occident. C'est d'ailleurs pour ça que je fais pas un épisode de 12 minutes, mais que j'en fais toute une série. Donc abonnez-vous si vous voulez pas manquer ça, et n'oubliez pas de liker la vidéo pour booster cette cochonnerie d'algorithme capitaliste
et me donner un petit coup de main. Et pour ceux qui auraient vu mon épisode sur les séismes turco-syriens et se demandent pourquoi je suis pas en train de faire le deuxième épisode comme je l'avais dit, eh bien en fait je travaille sur un documentaire sur le sujet et donc ça va prendre un peu plus de temps que prévu bien entendu, mais je vous tiens au courant de l'avancée et puis j'espère que ça sortira relativement prochainement. En attendant, je vous propose de reprendre ces vidéos sur les multinationales et sur le capitalisme et je vous dis à bientôt.